bonjour, donc Renouveau Médiéval est aujourd'hui avec Christophe Dargère dans son lieu, dans le lieu. Donc vous êtes directeur de l'association pour l'histoire vivante. Et donc j'allais dire, vous êtes assez complet parce que vous avez à la fois une activité très, que je vais appeler moi matérielle, c'est-à-dire que vous êtes organisateur d'événements et notamment du salon d'histoire de Pontoise et d'autres salons, vous allez nous en parler. Vous êtes conseiller également historique auprès de différents médias et même auprès dans le cinéma. Et vous avez également une activité alors peut-être pas d'écrivain, mais d'éditeur de revues. Oui. Donc c'est en ce sens-là que je dis que vous avez quand même un champ assez complet, à la fois physique, relationnel et le côté entre guillemets mental par les revues. Comment vous en êtes venu à vous intéresser? C'était une passion, j'imagine, au Moyen-Âge, comme beaucoup dans ce milieu-là. Comment vous en êtes arrivé à fonder cette association? Qu'est-ce qui a fait le basculement? Alors effectivement, moi je baigne dans l'histoire et dans la période médiévale depuis tout petit. Et tout simplement, quand je suis monté, moi je suis d'origine lyonnaise, je suis monté à Paris au début des années 90 pour travailler, et c'est vrai qu'à l'époque c'était quasiment le seul endroit où on trouvait des troupes de reconstitution historique et d'animation historique, et moi j'avais vraiment envie de rentrer là-dedans, quoi. Donc je suis effectivement rentré là-dedans, j'ai cofondé une troupe médiévale, et puis l'aventure était partie, quoi. Donc pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai été bénévole dans diverses associations. J'ai pas mal voyagé un peu partout en Europe pour savoir ce qui se faisait, ouais. En particulier en Angleterre au niveau des marchés. Et puis au début des années 2000, je me suis rendu compte que la France avait quand même encore un certain retard par rapport aux pays anglo-saxons et puis à l'Angleterre en particulier. Donc nous avons décidé de créer cette association. J'étais pas tout seul, on était plusieurs à faire de la reconstitution historique médiévale, mais aussi sur d'autres périodes. On avait au départ, on était trois, l'un qui faisait du médiéval, c'était moi, l'un qui faisait du romain, qui est maintenant trésorier, et puis quelqu'un qui faisait du napoléonien, qui n'est plus dans l'association depuis, mais donc au départ c'était vraiment pas uniquement basé sur la période médiévale, mais vraiment sur l'histoire. Et donc nous avons créé cette association pour essayer un petit peu, non pas de fédérer, parce que c'est pour ça qu'on n'a pas pris le terme fédération. Le but du jeu n'était pas de fédérer, mais un peu de rassembler tout ce qui existait, que ce soit les acteurs, que ce soit les sites, et de faire en sorte qu'on devienne un peu un moyen de faire connaître la reconstitution historique et l'animation historique au public, aux médias. Il y avait un gros retard à ce niveau-là. Mais je veux dire, au départ, vous étiez, j'ai un tout petit peu vu votre biographie, vous n'étiez pas du tout, a priori, amené dans ce milieu-là, vous étiez assez technique, dans l'informatique, l'électronique, je crois. Oui. Qu'est-ce qui a amené, je veux dire, tout d'un coup, le basculement pour le médiéval? Alors, vous disiez, vous étiez dedans petit. Oui, alors en fait, oui, moi je suis ingénieur à la base. Pendant 15 ans, j'ai travaillé, enfin pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé comme ingénieur et également après dans le marketing. Donc j'étais pas du tout dans le milieu de l'histoire. Et puis vers 2003-2004, en fait, j'ai eu une opportunité. J'étais donc passé de l'informatique au marketing événementiel. Je faisais beaucoup de salons à l'international, et donc du coup avec l'association on avait déjà commencé à créer un certain nombre d'événements, dont les premiers marchés à Herblay. On s'est rendu compte que l'association se développait beaucoup, et à un moment il a fallu que je fasse un choix, c'est-à-dire où je délayais un peu, je déléguais un petit peu ce que je faisais dans l'association parce que ça prenait de plus en plus de temps. Ou alors je quittais mon travail pour rejoindre l'association en tant que professionnel, et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc du coup j'ai réussi à lier un petit peu mon parcours professionnel et ma passion. Et comment sont nés, si je puis dire, les premiers événements? Donc vous dites que vous avez créé des marchés à Herblay. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez initié, qui avez fait des démarches pour faire des marchés? Est-ce que ce sont des demandes? Comment c'est né un petit peu tout ce contexte de l'association? Oui, alors en fait, effectivement, les premiers événements qu'on a créés, c'était le marché, c'était les marchés, en particulier le marché d'Herblay.
Donc là, le siège de l'association était à Herblay, donc c'était un petit peu simple pour nous d'avoir accès à des infrastructures. Moi, ça faisait une dizaine d'années, depuis le début des années 90, que je faisais des marchés en Angleterre, que j'ai vu un peu l'engouement que les reconstituteurs médiévistes ou non avaient pour ces marchés-là en Angleterre. Pendant 10 ans, j'ai vu qu'il n'y avait rien qui apparaissait en France. Alors, il y avait des marchés historiques, il y avait Provins, il y avait, qui était le plus connu, évidemment, il y avait plein de marchés médiévaux, mais il n'y avait pas vraiment de marché de la reconstitution historique, avec vraiment des exposants qui viennent de toute l'Europe pour vendre des produits de reconstitution historique. Ça n'existait pas encore. Donc début des années 2000, avec l'association, on s'est dit c'est quand même dommage que ça n'existe pas en France, on est quand même assez central au niveau de l'Europe, donc pourquoi ne pas créer ça? Donc on a créé un premier marché en 2004, et tout de suite à Herblay ça a été un succès, si bien qu'au bout de 2 ans il a fallu qu'on déménage au parc des expositions de Pontoise, parce que le centre de loisirs d'Herblay était devenu beaucoup trop petit, quoi. Parce que le salon de Pontoise, effectivement, ça paraît énorme pour y être allé depuis quelques années. C'est quand même un événement qui est très très important. Donc comment vous dites en 2 ans, vous êtes passé des marchés à ce salon. Comment vous avez fait pour contacter tous ces gens? Est-ce que vous aviez d'ores et déjà une notoriété qui fait que il y a parce que c'est très international, il y a beaucoup de gens d'Allemagne, des pays de l'Est, enfin de toute l'Europe. On a plus de 20 nationalités. Et comment vous avez réussi à fédérer tous ces gens et comment ils vous ont connu finalement? En fait, alors effectivement, le salon donc Food Histoire, lui, il est né, si je dis pas de bêtises, en 2007 a priori. Donc, on a d'abord déménagé Herblay à Pontoise. On a fait une édition et puis 2 du marché à Pontoise. Et effectivement, l'idée de faire un salon qui lie à la fois le marché et un festival du spectacle historique est venue en 2006 ou 2007, je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, ça a marché tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement, les marchés existaient, pour la partie marché, ça existait déjà depuis 3-4 ans. Ça avait tout de suite été un succès. Et puis pour la partie festival, en fait, j'arrivais pas dans le milieu comme ça, quoi. Ça faisait 15 ans que j'étais dans le milieu médiéval, que je m'étais fait des connaissances, des amis. Et c'est vrai pour le marché et c'est vrai pour le festival. Quand on a créé le marché et quand on a créé le festival, au départ, ce sont beaucoup des amis qui nous ont suivis. Des gens qui nous ont suivis parce qu'ils nous connaissaient, mais c'était aussi des gens qui savaient très bien le potentiel que pouvait avoir un marché ou un festival de ce genre, quoi. Ils savaient très bien, comme nous le savions, qu'il y avait de grandes chances que ça marche. Et alors, est-ce que c'est vous qui avez organisé aussi celui de Liège assez récemment et un en Allemagne? Est-ce qu'il y a une différence, peut-être pas de mentalité, mais est-ce que vous notez des différences par rapport à ce qui se passe en France, à ceux que vous organisez en France? Alors effectivement, à l'heure actuelle, ce ne sont pas des salons, on a des marchés délocalisés. Donc on en a 2 à Pontoise, un en avril et puis un donc, qui est ce salon ou festival en novembre. On en a un à Orange dans le sud de la France, on en a un à Minden qui est dans le nord-centre de l'Allemagne, et on en a fait un à Liège dernièrement. On en a eu un aussi pendant 2 ans qui lui était vraiment un festival, tout comme Food Histoire à Nantes, qui s'est arrêté parce que le parc des expositions, qui était un partenaire, a décidé d'arrêter alors qu'il marchait bien. Donc c'est un petit peu dommage. Alors est-ce qu'il y a des différences? Il n'y a pas vraiment de différence. On se rend compte qu'il y a un gros engouement, non pas français, mais européen, voire mondial, pour la reconstitution historique. Faut savoir que l'Europe est quand même le berceau d'un certain nombre de civilisations et de cultures, qui a une richesse en histoire qui est très présente. Donc ce genre d'événement historique et donc de marché, effectivement, ça marche. Alors, nous n'en faisons pas encore en Italie parce qu'il y a déjà des marchés de ce genre qui existent en Italie. Ils marchent très très bien. En Angleterre, ça marche très très bien aussi. Donc il n'y a pas vraiment de différence. Après, on va parfois trouver des différences sur les périodes reconstituées. Par exemple, en Angleterre, il y a la période Tudor, la période de la Renaissance en France. Elle n'est pas très reconstituée en France, elle est très reconstituée en Angleterre ou même en Allemagne avec les lansquenets. Donc on va avoir des différences comme ça sur différentes périodes qui sont plus ou moins marquées sur un pays ou sur un autre. Mais sinon, globalement, les gens qui viennent sur ces marchés-là ou sur ces festivals,
ils recherchent à assouvir effectivement leur passion pour l'histoire vivante, quoi. Parce que j'ai vu notamment celui de Pontoise, il y a énormément d'exposants, d'artisans qui viennent des pays de l'Est. Je ne sais pas jusqu'où d'ailleurs. Donc quelles sont en fait toutes les nationalités qui sont majoritairement présentes? Alors à Pontoise, on doit avoir 20 ou 21 nationalités différentes. Vous parliez de l'Est, les plus à l'Est, ce sont des Russes et des Ukrainiens. Mais on a aussi des Italiens, des Espagnols, des Suédois, des Suisses, des Hongrois, des Polonais, des Allemands, des Belges, des Luxembourgeois, des Français évidemment. Donc effectivement on a 20 ou 21 nationalités qui sont représentées. Évidemment les plus nombreux sont les Français. Après on a un gros contingent de Polonais. On a beaucoup de Polonais. La reconstitution historique marche beaucoup dans les pays de l'Est, que ce soit la République tchèque, la Pologne ou même la Hongrie maintenant. Et puis après, effectivement, il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Allemands. Voilà. Et est-ce que chacun a des spécificités? Par exemple, je ne sais pas, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fourrures, de choses comme ça. Est-ce que c'est une spécificité des peuples russes, ukrainiens ou de l'Est, ou est-ce que chaque population a quelque chose de particulier qui peut l'identifier? Alors oui, effectivement, tout ce qui est pays du Nord va plutôt proposer des produits souvent vikings. Donc tout ce qui est bijouterie viking, fourrure, tout le reste de l'équipement. À l'Est, effectivement, on va avoir beaucoup de bons armuriers depuis quelques années. Pendant longtemps, ça a été un petit peu l'apanage des Anglais. Maintenant, on a de bons armuriers, en particulier pour tout ce qui est armes, éventuellement armure dans les pays de l'Est. On a aussi beaucoup de gens des pays de l'Est qui refont de manière très précise tout ce qui est le petit matériel. C'est-à-dire tout le matériel de la vie quotidienne qui vient compléter, parce qu'un chevalier, c'est bien, il a son armure, il a son arme, mais il n'a pas que ça. Il a aussi de quoi manger, il a de quoi éventuellement jouer de la musique, donc il y a besoin de tout un tas de petits équipements, de petits matériels qu'on n'a pas reconstitué, enfin que les artisans n'ont pas reconstitué pendant longtemps. Et depuis quelques années, il y a de plus en plus justement d'artisans qui reconstituent ce petit matériel, et en particulier dans les pays de l'Est, en Pologne, en République tchèque. Il y a beaucoup de marchands qui se sont spécialisés là-dedans. Alors vous parlez de reconstitution. Est-ce qu'il y a des critères, on va dire, est-ce que vous avez des critères qui font qu'on va venir sur vos salons, vos marchés, ou est-ce que le but c'est de rassembler le plus large possible? Alors on a des critères, effectivement, déjà on a beaucoup de contraintes, on a des critères mais on a aussi beaucoup de contraintes. Le marché de Pontoise, il est plein à chaque fois. Je vous donne un exemple, là dans un mois on a Food Histoire en novembre, sur la partie marché on a accepté 210 exposants, on en a refusé à peu près une centaine, et sur la partie festival on a accepté 95 dossiers, on en a refusé une quarantaine. Donc on a des critères de sélection, effectivement, le critère le plus important étant que les exposants du festival ou du marché doivent être dans la thématique historique. Mais après, la thématique historique, ça veut tout dire. Hein. On peut être dans l'animation historique, on peut être dans la reconstitution historique. Donc nous, sur le marché, par exemple, sur la partie marché, on va trouver des gens qui font plus effectivement de l'inspiration historique, et on va trouver des gens qui font de la reconstitution historique très pointue, où là on est vraiment dans de la copie ou de la reproduction de pièces d'époque. Pourquoi? Parce que le public cherche un petit peu, selon ce qu'il aime, il va chercher plutôt telle ou telle chose. On parle d'histoire, mais sur la partie festival, on a un peu la même chose. On va avoir des gens qui vont faire effectivement de la reconstitution historique, d'artisanat en particulier, ou sur certains types de musique, et on a des gens qui vont être plutôt dans l'animation historique, éventuellement historico-fantastique, avec tout ce qui est médiéval fantastique, steampunk, ce genre de choses. Mais le public effectivement recherche ça, donc c'est pour ça que nous on propose des choses différentes, tout un panorama de choses différentes pour plaire à un maximum de public, que ce soit un reconstituteur pur, que ce soit un passionné d'artisanat, que ce soit quelqu'un qui fait du grandeur nature et qui recherche de l'équipement pour du grandeur nature, que ce soit des passionnés du Seigneur des Anneaux. Donc on voit effectivement sur nos marchés tout un panel de visiteurs complètement différents. Et alors vous parlez de marché, donc c'est-à-dire que le marché par exemple concerne les artisans, éventuellement les métiers
de bouche, peut-être d'autres activités. Et par rapport au festival, quelle différence vous faites quand vous évoquez Alors le marché, en fait, le marché, c'est vraiment de la vente de produits de reconstitution ou d'animation historique. Donc effectivement, principalement sur 3 pôles. On a un énorme pôle artisanal ou reproduction artisanale. On a un pôle gastronomie et on a un pôle multimédia, où là on va retrouver tout ce qui est, non pas dans ce cas-là de la reconstitution historique, mais du livre, de la bande dessinée, du CD, du DVD, ce genre de choses. Donc le marché, c'est vraiment de la vente de produits. Le festival, là, ce sont des professionnels du spectacle historique qui viennent non pas vendre des produits, mais qui viennent vendre leurs prestations. Donc en fait, c'est pour ça que des fois j'utilise le terme salon, des fois j'utilise le terme festival. C'est un festival parce qu'on est ouvert au public. Donc le public vient et assiste à un certain nombre d'animations, que ce soit de la musique, que ce soit des animations visuelles comme des échasses ou du jongle ou ce genre de choses, que ce soit des démonstrations artisanales, du combat, tout ce qu'il peut y avoir en animation historique. Et puis salon, pourquoi? Parce qu'on fait venir des organisateurs qui, eux, vont venir, comme dans un salon professionnel, faire leur marché pour leur manifestation des années d'après. Donc ils vont venir rencontrer des compagnies de spectacle pour éventuellement négocier des contrats avec eux pour des prestations sur l'année, voire les années à venir. Et est-ce que vous savez d'ailleurs s'il y a beaucoup de retombées, par exemple au niveau de ce festival, si les compagnies ou les troupes de spectacle ont beaucoup de retombées? Alors, a priori, oui, des retours que j'ai. L'année dernière, il faut savoir qu'on avait 95 organisateurs. C'était marrant parce qu'on avait 95 compagnies professionnelles inscrites. Ouais. Et on avait 95 organisateurs inscrits, parce qu'il y en a qui ne s'inscrivent pas parce qu'ils préfèrent venir incognito. Mais en tout cas, on en avait 95 organisateurs de manifestations qui sont venus. Dont les plus grandes manifestations historiques et médiévales de France, en particulier celles du Nord. Parce que celle du Sud, c'est un peu loin, mais on avait quand même certaines manifestations du Sud qui ont fait le déplacement. Et donc oui, a priori, moi des retours que j'ai, on fait toujours une petite enquête, il y a beaucoup de compagnies qui d'ailleurs reviennent d'année en année, elles ne sont pas idiotes, si elles reviennent d'année en année, c'est bien que c'est quelque chose qui est devenu incontournable pour eux, et que c'est une manifestation qui pour eux est une manifestation intéressante. Alors effectivement, il y a le côté professionnels, où ils vont trouver des contrats. Je me rappelle, il y a une compagnie que je ne citerai pas qui m'a dit l'année dernière que tous ces contrats de l'année, ils les avaient trouvés à Pontoise. Donc il y a vraiment des compagnies qui trouvent du contrat, donc c'est quand même le but premier de ce salon. Mais les gens viennent aussi pour 2 autres raisons. Un, on est en fin de saison pour ce festival, et donc c'est un moment où on a fini quasiment la saison. Alors il y a encore des animations en hiver, mais la grosse saison d'été est terminée. Donc les gens sont là et du coup peuvent prendre du temps pour être entre amis, parce que tous ces gens-là, c'est à la base des passionnés. Sur les prestations de l'été, c'est des prestations durant lesquelles ils travaillent. Donc du coup, ils n'ont pas le temps d'échanger. Donc là, ce salon est là, entre guillemets, aussi pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent se retrouver, pour qu'ils puissent boire un coup ensemble. Ça, c'est la deuxième raison. Et la troisième raison aussi est une raison d'équipement. C'est-à-dire que tous les professionnels du spectacle historique, ils ont besoin de costumes, ils ont besoin d'équipement, ils ont besoin de décors. Donc évidemment, comme il y a le marché juste à côté, tout simplement, ils vont profiter de ce temps qu'ils n'ont pas pu avoir avant pour pouvoir s'équiper pour des nouveaux spectacles, compléter un costume, ce genre de choses. Ce qui m'a beaucoup frappé quand on arrive, déjà, c'est des queues immenses de gens qui viennent et quasiment tout le monde est costumé. C'est-à-dire ce sont vraiment des gens qui, on imagine, qui sont animés par cette passion. Et comment vous expliquez que tous les gens arrivent costumés? Parce qu'il y a beaucoup de fêtes en France notamment où on affiche soirée costumée et puis vous arrivez, il y a 2-3 personnes qui sont costumées et les autres n'ont rien. Là, c'est vraiment quasiment tout le monde est costumé dans le public. Donc, alors, c'est assez simple. Il faut savoir qu'une fête médiévale classique, en extérieur, qu'elle soit entrée payante ou pas, la grosse majorité des visiteurs, ça va être du grand public. C'est des gens qui, à de rares exceptions près, ne vont pas venir costumés, parce qu'ils sont là, soit ce sont des locaux, soit ce sont des gens en vacances, mais encore une fois, à de rares exceptions près, parce qu'il y en a, c'est des gens qui vont venir non costumés. Là, c'est pas la même chose. On a du public local, mais on a une grande majorité de public passionné d'histoire, de public qui fait de l'animation historique, de public qui fait de la reconstitution historique, et c'est leur passion.
Donc évidemment, même si on est dans un parc des expos moderne, eux, ils viennent et ils s'affirment en disant, ben voilà, moi j'aime la période médiévale, je suis en costume médiéval, moi j'aime la période romaine, je suis en costume romain, pareil pour le 18e, pareil pour l'antique, etc. Donc c'est pour ça effectivement qu'il y a un très grand nombre de nos visiteurs qui sont costumés. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est à l'intérieur du salon, vous dites c'est très moderne, mais quand on est à l'intérieur, on n'a plus du tout l'impression d'être dans une structure moderne, parce que déjà l'espace est envahi d'exposants, de public, etc. Puis il y a vraiment des ambiances très particulières. Alors je crois que le bas, c'est donc les artistes, les artisans, et puis donc vous déployez de plus en plus à l'extérieur, d'ailleurs tellement il y a de demandes. Oui. Donc il y a vraiment des ambiances un petit peu différentes. Ben oui, en fait, c'est vrai que le bâtiment, on voit de l'extérieur, il est moderne. Quand on est dedans, on lève les yeux, on voit que c'est un bâtiment moderne. Mais on a tellement effectivement d'exposants, on essaye de serrer au maximum tout en gardant les limites de sécurité pour la taille des allées, par exemple. C'est vrai que du coup, on ne voit quasiment plus le bâtiment moderne parce qu'il est caché derrière des stands. Et qu'en particulier sur la partie festival, il y a des stands qui sont de plus en plus beaux, y compris sur la partie marché. La partie marché, les exposants sont là pour vendre du produit. Donc il y en a certains qui ont des beaux stands, il y en a qui ont uniquement des tables avec une nappe décorée. Il n'y a pas de véritable module comme il y en a dans le festival. Dans la partie festival, on met à disposition des exposants des modules cloisonnés, ce qui leur permet vraiment de décorer leur stand pour pouvoir attirer l'œil du public, mais aussi des organisateurs. Et donc du coup, il y a des fois, on a des stands qui sont très très beaux. Le stand des pâtisseurs médiévaux, il est rempli de machines de levage. On a des stands historico-fantastiques qui sont complètement décorés. Je me rappelle d'une année, une compagnie pirate qui avait carrément reconstitué une cabine de capitaine. Ils avaient posé du plancher, ils avaient posé des lattes au mur. Donc ils avaient complètement reconstitué une cabine de capitaine. Il y a 2 ans, il y avait quelqu'un qui avait fait une ambiance plage avec du vrai sable, etc. Donc on a effectivement, du coup, on perd le côté moderne du bâtiment. Et à l'extérieur, c'est un petit peu la même chose, parce que du coup, comme on est plein à l'extérieur, on a débordé sur l'extérieur, et maintenant on est aussi plein à l'extérieur. Donc on a un grand chapiteau qui est complètement décoré, et on a tous les stands extérieurs sur les 2 parkings, enfin ce qui était censé être des parkings avant, qui maintenant sont remplis d'exposants qui, eux, comme ils sont à l'extérieur, ont des échoppes, des vraies échoppes. Donc effectivement, qui généralement sont assez belles. Oui, c'est toujours une très, très très belle décoration. Et le fait qu'il y ait beaucoup de monde comme ça qui viennent, c'est ce qui explique que vous alliez faire des marchés maintenant en Belgique, en Allemagne et peut-être plus loin bientôt, ou ça n'a rien à voir? Bah oui, en fait, c'est tout simplement des demandes. Nous, on se base sur la demande. On sait qu'à Pontoise, ça marche, que les deux marchés, donc festival, marchent en avril et en novembre. On a eu une demande dans le sud. Les gens du sud trouvaient que Pontoise était loin, à juste titre. Donc du coup, on en a organisé un dans le sud qui commence à bien se développer, qu'on organise d'ailleurs en parallèle d'un camp de reconstitution. Chose qu'on ne peut pas faire à Pontoise parce que nous n'avons pas assez de place. Dans le sud, nous sommes à Orange, et à Orange, il y a de la place, et donc du coup, en parallèle du marché, il y a des compagnies de reconstitution qui viennent planter leurs tentes. Et l'année dernière, je crois qu'on avait 300 ou 400 reconstituteurs. On en a fait un donc, pendant 2 ans à Nantes, c'était aussi une demande du parc des expositions de Nantes. À Minden, c'est les gens de l'office de tourisme de Minden en Allemagne qui sont venus nous demander. À Liège, depuis des années, on a une très grosse communauté belge qui vient à Pontoise. Pontoise, enfin le nord de Paris n'est pas très loin de la Belgique. Donc on a une grosse communauté belge, c'est les plus nombreux en termes de visiteurs après les Français. Et depuis des années, ils nous demandent d'organiser quelque chose en Belgique. Donc c'est pour ça que cette année, on a organisé Liège pour répondre à cette demande. Et vous êtes combien dans l'association ? Alors dans l'association, en professionnel salarié, on est 2. Moi je suis directeur, on a également une salariée à mi-temps qui fait de la régie, mais qui s'occupe aussi de toute la communication internet, donc les pages Facebook, ce genre de choses, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper. Et puis après on fait appel à beaucoup de professionnels intermittents qu'on va embaucher, que ce soit des techniciens, régisseurs ou des artistes, qu'on va embaucher selon nos besoins. Alors on a des intermittents qui sont presque des permanents parce qu'ils interviennent sur d'autres structures, mais ils interviennent très souvent pour la PHV.
Et puis on a des bénévoles. Alors les bénévoles ne vont pas intervenir sur toutes les manifestations, parce que comme leur nom l'indique, ce sont des bénévoles. Et ils vont intervenir sur nos plus grosses manifestations, et en particulier les deux Pontoises, et puis on a aussi quelques bénévoles sur les autres marchés. Mais on a beaucoup de manifestations où on reste uniquement avec les professionnels, parce que les bénévoles sont là pour aider, ils ne sont pas là pour être des salariés, des professionnels de l'association. Oui, parce qu'à vous écouter, il y a avoir tellement d'activités qu'on se demande comment vous allez, parce que ça va s'étendre, comment vous allez entre guillemets suivre. C'est ça. Beaucoup de travail. Moi je travaille à domicile, donc déjà j'ai pas de temps de transport, en plus c'est ma passion, donc du coup j'ai tendance à y passer beaucoup de temps, ce que ma femme me reproche un petit peu d'ailleurs, et elle a raison. J'ai un peu de mal à m'arrêter de temps en temps. Mais voilà, moi c'est ma passion, et puis je travaille. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont déjà rodées depuis longtemps. Les marchés de Pontoise, même si une grosse organisation, ils existent l'année prochaine, en 2014, on va faire les 10 ans d'Herblay et de Pontoise. Donc c'est des choses qui existent, on sait ce qu'il faut faire, on s'améliore toujours, on essaye toujours d'améliorer, mais la grosse majorité de la préparation existe déjà. Donc il y a beaucoup de choses qu'on reproduit d'année en année, donc du coup on a beaucoup moins de travail que sur les premières années. Après effectivement on se développe toujours, parce que pour moi personnellement, que ce soit une société ou une association qui ne se développe pas, c'est une société ou une association qui au bout d'un moment périclite, quoi, ou meurt, quoi. Donc tout comme on peut faire le parallèle avec une fête historique qui ne bouge pas, qui ne change pas, où on a toujours la même chose, c'est une fête historique au bout d'un moment qui meurt. Donc voilà, par contre, étant donné qu'on n'a pas le temps d'être actif dans notre recherche de développement, et on n'a pas le temps d'envoyer des plaquettes, d'aller faire du démarchage, etc. Donc en fait on répond à la demande, c'est-à-dire quand les gens viennent nous demander: ah, on a vu que vous faisiez ça, on sait que vous vous occupez de la fête de Bayeux, est-ce que vous pourriez vous occuper de notre fête, ou alors on est venu plusieurs fois à Pontoise, est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait organiser un marché dans notre ville? On répond à la demande. On répond à la demande. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, on sait que les gens qui viennent nous voir, ils nous connaissent, ils se sont renseignés, la plupart du temps ils nous ont vus sur des manifestations ou sur nos marchés, et donc tout de suite, on n'a presque pas à les convaincre de travailler avec nous, puisque c'est eux qui viennent nous chercher. Donc après, il y a toute une phase effectivement de préparation de projet, mais toute la partie mise en confiance au départ, elle est assez rapide, puisque c'est les gens qui viennent nous chercher. Oui, c'est la meilleure, entre guillemets, la meilleure des publicités finalement. Oui, dans un sens, ça vous évite aussi pas mal de travail. Et surtout que vous avez cette facette d'organisateur, enfin je vais résumer, caricature un peu comme ça, d'organisateur, mais donc vous êtes également conseiller auprès des médias, conseiller historique auprès des... Alors conseiller en reconstitution historique. Parce que je ne suis pas historien, je n'ai pas fait d'études d'histoire, donc je connais un certain nombre de choses sur certaines périodes, en particulier le Moyen-Âge, mais je ne suis pas conseiller historique. Je suis conseiller en reconstitution historique. C'est-à-dire je vais conseiller les médias non pas sur ce qu'ils doivent écrire, mais plutôt sur les personnes qu'ils vont pouvoir contacter pour faire une reconstitution de scène ou une reconstitution de mobilier, ce genre de choses. On travaille de plus en plus avec la télé et le cinéma pour des projets divers et pour des chaînes diverses. On a d'ailleurs un projet qu'on a filmé en juin dernier pour M6 qui va sortir juste avant Food Histoire en novembre. En prime time, donc à 20h50 sur M6, qui va être sur la thématique de la vie quotidienne au XVIIe siècle. Donc là, les chaînes ou les producteurs de films viennent nous chercher et ne nous demandent pas effectivement de corriger leurs remarques ou leurs annotations ou la réalité historique de leur film ou de leur documentaire. Généralement, ils ont un conseiller historique que généralement on connaît. Mais par contre, ils vont nous demander, ben voilà, là j'ai une scène d'école au XVIIe siècle à reconstituer, où est-ce que je peux trouver un lieu qui conviendrait, où est-ce que je peux trouver des figurants, éventuellement reconstituteurs avec leurs propres costumes, où est-ce que je peux trouver du matériel. Donc, et c'est là qu'on va vraiment pouvoir intervenir, et étant donné le réseau qu'on a, on va pouvoir trouver des professionnels, des associations, du matériel et des lieux qui vont aller pour les tournages. Et vous êtes en quelque sorte intermédiaire
entre eux et puis d'autres... Exactement. De toute façon, dans notre métier, dans les deux métiers que vous avez cités, que ce soit le métier d'organisateur ou le métier effectivement de conseiller en reconstitution historique, dans les deux cas, on est intermédiaire. C'est-à-dire qu'on va faire l'intermédiaire entre les gens de l'animation et de la reconstitution historique et les médias d'un côté et de l'autre côté les villes ou les mairies, enfin les gens qui veulent avoir chez eux une animation historique, quoi. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou plusieurs, même précis, de collaboration justement où vous êtes intervenu en tant que conseiller en reconstitution historique? Vous avez évoqué un film avec Ridley Scott par exemple. Oui, tout à fait. Alors pour le cinéma, on a principalement fait effectivement le film pour le film Kingdom of Heaven de Ridley Scott. C'est nous qui avons fourni, alors non pas les costumes, non pas les figurants, parce que pour des tournages longue durée comme des films, c'est quasiment impossible de fournir des figurants associatifs pour X raisons. Il y a des raisons de durée de tournage, des raisons de disponibilité, des raisons de professionnalisation des équipes. Par contre, c'est nous qui avons fourni tout le petit équipement, tout le petit matériel. On voit dans le tournage, on voit des couteaux, on voit de la verrerie, tout ça c'est nous qui avons fourni. Ensuite, on a travaillé énormément, et beaucoup plus que pour le cinéma, pour la télé, beaucoup pour des documentaires historiques. On a fait 2 séries de documentaires pour Arte il y a quelques années qui étaient vraiment de très très bons documentaires. Il y avait un documentaire qui s'appelait l'histoire du look, qui était donc sur la mode et tout ce qui va autour de la mode. Et un documentaire l'histoire en cuisine, qui lui était sur la gastronomie. Et à chaque fois, ces documentaires étaient composés en 5 parties. La première partie, c'était l'Antiquité. Ensuite, nous avions le Moyen-Âge. Après, nous avions la Renaissance. Après, le 18e. Et puis après, les époques modernes, 19e, 20e siècle. Donc, c'est deux séries documentaires qui étaient vraiment, vraiment très, très bien. On a aussi beaucoup travaillé avec M6, donc on a un tournage qui vient de se terminer et qui va être bientôt projeté. Et puis voilà, donc on a travaillé avec France 3, on a travaillé avec France 2, avec beaucoup de chaînes de télé différentes, soit sur des séries documentaires, soit sur des tournages pour une émission comme C'est pas sorcier par exemple, ou ce genre de choses, quoi. Est-ce que par exemple vous êtes intervenu sur des séries type Kaamelott, enfin des choses comme ça? Non, parce que Kaamelott, effectivement, moi j'adore Kaamelott. Je trouve que c'est très divertissant, reposant. Je m'amuse beaucoup en regardant Kaamelott. Mais Kaamelott n'est pas une série historique. Et puis d'ailleurs, c'est pas son but. Je pense qu'on pourrait demander à Alexandre Astier, il nous dirait non, c'est pas une série historique. C'est vraiment une série de divertissement sur une thématique historique et encore historique fantastique. Donc on aurait pu nous demander d'intervenir, mais effectivement non. Les producteurs ont contacté directement des artisans. Ils auraient pu, par exemple, nous contacter pour trouver des artisans qui refassent des costumes, de cuir, etc. Ils les connaissaient en direct et ils les ont contactés en direct. Mais non, on est un tout petit peu intervenu sur la série des Rois Maudits pour France 2, où on a fourni du matériel également. Mais voilà, on fait beaucoup plus de documentaires historiques. Et d'ailleurs, quelque part, c'est ce qui nous intéresse le plus, quoi. Voilà. Et dans les musées également, je vois que vous aviez travaillé avec beaucoup de musées et d'institutions pour la mise en place d'expositions. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Alors pour les musées, en fait, grosso modo, on fait 2 types d'interventions, qui des fois se recoupent d'ailleurs. Soit on fait de la mise en scène, de la scénographie d'exposition. Alors ça passe aussi par de la réalisation de facsimilés. Donc quand les musées veulent faire par exemple à Don Rémy, la maison natale de Jeanne, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux. Là cette année on a fait une exposition par exemple sur le jardin au Moyen-Âge. L'année dernière c'était l'enfance au Moyen-Âge. Donc on a fait réaliser, on s'est occupé de la réalisation d'un certain nombre de facsimilés. Pour l'exposition sur les jardins, on a carrément réalisé un jardin médiéval éphémère qui a duré, enfin qui va se terminer en décembre, donc qui va avoir duré 1 an. Et puis on travaille aussi beaucoup dans la réalisation de films muséographiques. Pour le musée de la forteresse de Chinon par exemple. Donc là nous avons travaillé pour le Conseil général d'Indre-et-Loire, où il y a eu encore une fois de la réalisation de films historiques, mais dans ce cas-là pas dans un cadre de diffusion télévisuelle, mais de projection dans les salles d'exposition. Voilà. Et ça c'est vraiment une partie aussi qui se développe beaucoup.
Et donc c'est pareil, c'est la même démarche, les gens, entre guillemets, vous connaissent, exactement. Et donc font appel à vous, vous n'avez aucune... Non, je vous dis, on n'a pas le temps d'être actif, et un jour peut-être que ça viendra, mais là pour l'instant on n'a vraiment pas le temps, c'est vraiment des gens qui viennent nous chercher. Pas actif dans ce sens-là, parce que vous l'êtes... sur ce domaine-là, on n'est pas actif dans la recherche de clients, on va dire. Ouais. Et qu'est-ce que vous avez comme projet en cours? Donc vous avez parlé de la série avec M6, bon, Pontoise également. Vous rappelez peut-être les dates aussi? Pontoise, c'est du 15 au 17 novembre. Du 15 au 17 novembre. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Déjà, on a tous les projets de l'année prochaine, puisqu'on fait quand même une vingtaine d'événements dans l'année. Donc on va avoir, encore une fois l'année prochaine avoir une vingtaine d'événements. L'émission pour M6 qui passe, donc qui va passer juste avant Food Histoire, est a priori un pilote, c'est-à-dire si elle se passe bien, derrière on va avoir de manière récurrente un prime time sur M6 qui parlera d'une période de l'histoire. Donc ça c'est aussi un projet qu'on espère qui va déboucher, on espère que le pilote va plaire et va bien passer au niveau des spectateurs. Et puis voilà, on n'a pas d'autres projets vraiment phares pour le moment. On a quelques pistes sur différents domaines ou différentes possibilités, mais voilà, on a déjà beaucoup de travail comme ça, donc encore une fois on n'est pas forcément en recherche de nouveautés. Alors si un projet vraiment intéressant se présente à nous, on va se jeter dessus à bras le corps, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'encore une fois on n'est pas dans la recherche de nouveautés. Dans ces projets qui peuvent se présenter, c'est pareil, qu'est-ce que vous allez avoir comme critères entre guillemets, de sélection? Parce que je crois que vous insistez sur le côté donc, histoire vivante. Oui. Donc quels vont être les critères qui fait que vous allez travailler sur tel projet, pas tel autre projet déjà, ça va être tout bête, mais il va y avoir des critères de date, parce que comme on n'est pas nombreux comme professionnels, on va avoir du mal à alors je dirais pas se dédoubler, parce qu'on a déjà fait sur certains week-ends 2 équipes. Après, si pendant un week-end on a déjà soit un très gros projet, soit 2 projets de taille plus réduite, si un 3e projet se présente, on déclinera, puisqu'on ne peut pas se multiplier à l'infini. Et puis après, effectivement, c'est plus un coup de cœur, c'est-à-dire on regarde ce que veulent les gens. En 10 ans, on a un petit peu appris à voir un petit peu si les projets des gens étaient vraiment mûrs, étaient vraiment aboutis, ou si c'était plus des réflexions qui en étaient à leur premier stade. Donc ça, on arrive à le juger assez rapidement. Et puis effectivement, il va y avoir des projets qui vont vraiment nous attirer, parce que c'est dans un lieu spectaculaire, parce que le projet en lui-même est vraiment intéressant, parce que c'est sur une période... Alors, on parle beaucoup du Moyen-Âge. L'année dernière, on a répondu à un appel d'offres et on est content de l'avoir eu parce que c'était sur du 17e. Donc on a fait notre première fête 17e siècle à Alès. On a remporté l'appel d'offres, on a répondu cette année à l'appel d'offres, on espère qu'on va être à nouveau sélectionné. Mais ça, c'est des projets qui sont nouveaux parce que justement, là, la période est nouvelle pour nous. Ça nous a permis de nous remettre un petit peu en question, de trouver des nouveaux intervenants. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne. Et alors concrètement, qu'est-ce qui se passe de différent au XVIIe siècle qu'on ne retrouve pas déjà, toutes les compagnies sont pour la plupart différentes. Alors on a certaines compagnies professionnelles qui vont reconstituer le Moyen-Âge, mais qui vont aussi reconstituer le XVIIe. Je pense par exemple à une compagnie comme Empreinte d'Histoire, qui vont reconstituer une école au Moyen-Âge et qui sont aussi capables de reconstituer une école au XVIIe siècle. Parce qu'ils ont pris ce créneau-là et donc du coup ils vont le décliner sur plusieurs périodes. On prend un groupe comme Scalpen et Matula qui est spécialisé dans la chirurgie et la médecine, et ils vont de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Donc dans l'Antiquité, on va avoir des outils de l'Antiquité, jusqu'au XXe siècle, on va avoir la mise en place d'un laboratoire de recherche médicale. Donc la mise en place de l'événement en lui-même et puis la régie, la logistique de l'événement est la même. Par contre, les intervenants vont être différents, ou alors si c'est les mêmes, ça va être avec des adaptations, soit qu'ils vont nous proposer d'eux-mêmes, soit que nous allons leur demander. C'est-à-dire, on va venir en leur disant, voilà, c'est très bien ce que tu fais pour du 15e siècle, est-ce que tu peux nous faire la même chose pour une manifestation 18e? Donc ça veut dire création de costumes, ça veut dire recherche dans les livres et sur Internet pour le discours et la pédagogie. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Est-ce que ce serait la nouvelle période qui se développe? Parce que j'ai lu un article, je ne crois pas que ce soit vous qui l'écriviez, mais vous êtes intervenu, qui était dans une revue Vivre au présent. Oui. Et vous disiez quand même le Moyen-Âge et la période de chouchou.
des Français. Oui, c'est la période où on retrouve le plus de reconstituteurs et d'animateurs, qu'ils soient professionnels ou associatifs. C'est la période qui parle le plus aux Français. Mais il faut savoir que les Français aussi sont un peu comme des éponges à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand on leur propose des nouveautés, généralement quand c'est des nouveautés de qualité, ils prennent aussi, quoi, et ça les intéresse, parce que justement ils se rendent compte qu'il y a autre chose que le Moyen-Âge. Alors nous on a toujours milité justement quand on fait des manifestations, on a, pour le côté multipériode de ces manifestations, c'est-à-dire le Moyen-Âge c'est très bien, on fait plein de choses sur le Moyen-Âge, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres périodes et d'autres périodes avec des thématiques, enfin avec du contenu très intéressant et des histoires très intéressantes. Donc il y a eu pendant 3-4 ans, il y a eu un gros boom, un gros essor de l'Antiquité, celte et romaine, qui continue d'ailleurs à se développer. Après, on a eu l'époque 18e avec les pirates, qui s'est pas mal développée. Et là, actuellement, effectivement, depuis l'année dernière, on parle beaucoup du XVIIe siècle. Le Renaissance, XVIIe, c'était des siècles qui étaient un petit peu délaissés jusqu'à présent. Et il y a de plus en plus de choses, justement parce que peut-être les gens ont envie de se démarquer, que ce soit dans le monde de la télé, des médias, ou dans le monde de l'organisation de manifestations. Quelque part, ils ont envie de se dire, nous, on aimerait bien montrer quelque chose de nouveau. Et c'est très bien, c'est très très bien. Même sur les fêtes médiévales, quand on fait une fête médiévale, on essaie toujours, nous, d'amener quelque chose de nouveau. C'est-à-dire une fête médiévale, ça veut tout dire. On essaie toujours d'amener soit quelque chose de nouveau, soit une thématique particulière. Par exemple, on va faire découvrir le Moyen-Âge, d'accord, mais en Orient, et non pas en Occident. Donc on va faire découvrir aux gens le fait que le Moyen-Âge, effectivement, ça existait aussi au Japon, en Arabie, etc., et qu'ils avaient des coutumes et des manières différentes. Ou alors on va avoir des thématiques sur l'enfance, par exemple. Et on va faire découvrir aux personnes non plus du combat et de la musique, mais de la puériculture, l'école au Moyen-Âge, ce genre de choses. Donc même dans une manifestation médiévale, on peut arriver, et il faut d'ailleurs arriver à trouver des nouveautés. Donc c'est soit des nouvelles compagnies, soit des nouveaux groupes, soit des nouvelles animations, soit des nouvelles thématiques que les gens n'ont pas l'habitude d'aborder. Et alors, lorsque vous avez aussi cette activité d'éditeur de revues, j'imagine que c'est aussi axé autour de thématiques particulières. C'est vous qui les choisissez? Comment ça se passe au niveau de cette... Encore une fois, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire c'est les gens, encore une fois, qui viennent vers nous. Alors nous, on a pensé que c'était important. Il y a beaucoup de magazines qui existent sur différentes périodes. Mais il n'y avait aucun magazine vraiment qui existait. Il y en a eu pendant un moment, auquel on a collaboré d'ailleurs, un magazine qui s'appelait Vivre l'Histoire, mais qui a chuté au bout de 2-3 ans pour diverses raisons. Mais nous, on avait vraiment envie de mettre en place un magazine de reconstitution historique avec des photos. Non pas des dessins, non pas que du texte, mais vraiment des photos où les gens voient non seulement du texte, mais voient les reconstitutions associées. Donc, présentation d'un gladiateur, la photo du gladiateur reconstitué. Présentation du travail d'un calligraphe, des photos de la calligraphie en train d'être réalisée. Il y a une grosse différence entre effectivement faire des dessins, faire des schémas, et puis avoir des photos où là vraiment on voit une personne en train de calligraphier, ou une personne en train de combattre dans son costume entre guillemets et son équipement de gladiateur. Donc on avait vraiment envie de faire ça. Donc on a lancé le premier qui s'appelait Au temps des croisades, donc sur le 12e et le 13e siècle. Et en fait ces magazines-là sont en fait plus des recueils d'articles écrits par des associatifs et des professionnels spécialistes de la période. Donc on fait un appel à articles, et les gens nous les envoient, donc on a fait un appel à articles, les gens nous les ont envoyés, on a sélectionné ceux qui nous paraissaient le plus varié, le plus qualitatif, et on a sorti un magazine alors vraiment de très grande qualité, parce qu'en fait, grosso modo, il nous rapporte rien le magazine, c'est-à-dire qu'il nous coûte très cher parce qu'on veut vraiment de la bonne qualité. Donc même si les auteurs ne sont pas rémunérés, ils sont tous des auteurs à titre gracieux, comme il nous coûte très cher à imprimer et qu'on ne le distribue pas dans les grands réseaux parce que c'est beaucoup trop cher à distribuer, en fait au bout de 3-4 ans c'est un magazine qui s'équilibre, quoi. Mais ça nous paraissait important d'avoir ce type de magazine, et une fois qu'on a eu lancé le premier Au temps des croisades, en fait après on n'a fait que répondre à la demande, quoi. Il y a des gens qui sont venus nous voir, tu pourrais pas faire la même chose pour le 15e siècle. On a sorti Au temps des compagnies, maintenant on en est au volume 3 de Au temps des compagnies, et à chaque fois, pour chaque volume, c'est des gens qui nous ont écrit en disant
Tu veux pas en sortir un deuxième, tu veux pas en sortir un troisième, j'ai des amis qui veulent écrire, alors bon, on récupère comme ça 3-4 articles, on renvoie un email et puis au bout de 15 jours, on a une quinzaine d'articles. Pareil pour autant des Celtes et des Romains. Là, on en est au volume 2 qui est sorti en fin d'année, avec des articles très pointus, écrits par des chercheurs, écrits par des reconstituteurs qui ont fait vraiment des expériences très poussées d'archéologie expérimentale. On a des articles vraiment variés et pointus, et sur des domaines qui ne sont pas souvent invoqués. Dans le dernier Au temps des compagnies, par exemple, on a évoqué la pêche au Moyen-Âge. Donc c'est pas forcément quelque chose comme ça qu'on va pouvoir voir facilement sur une manifestation. Dans le dernier Au temps des Celtes et des Romains, on a évoqué Hannibal et ses éléphants. Parce qu'il y a une compagnie en France qui reconstitue une troupe carthaginoise avec des éléphants qu'on a mis en photo. C'est encore une fois différent d'un dessin. Là, on a vraiment pu prendre des photos. On a parlé aussi de la reconstitution par une association qui est vraiment très pointue, qui s'appelle les Ambiani, qui font de la reconstitution celte. Ils ont reconstitué un bateau de leur époque. Donc ils l'ont reconstitué à partir de fouilles et d'études. Ils ont reconstruit un bateau fluvial de leur époque. Donc on essaye vraiment de... On a des articles qui sont un peu plus sur des sujets plus classiques comme le combat, comme le costume, mais on essaye aussi d'avoir des articles beaucoup plus pointus sur des sujets beaucoup moins abordés. Et vous écrivez vous-même, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi je corrige, je corrige. Je suis un maniaque de la moindre faute et tout, donc je suis un très bon rédacteur en chef. Je peux très bien regarder le positionnement des articles, les coquilles qu'il peut y avoir dans les articles. D'ailleurs, c'est moi qui fais toutes les relectures, les mises en page, etc. Par contre, je n'écris pas. Je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas historien. Je ne suis même pas assez... à mon goût, je ne suis pas suffisamment... poussé dans un domaine pour écrire sur ce domaine. Voilà. Donc je préfère laisser ça à des gens qui le font bien mieux que moi, et moi faire ce que je sais faire. Ouais, par contre, j'ai vu quand vous intervenez régulièrement dans des revues, enfin en tout cas on vous cite comme référence justement pour évoquer tout ce qu'on vient un petit peu d'évoquer. Mais oui, vous n'avez pas eu enfin vous n'auriez pas eu envie vous-même d'écrire sur un thème particulier, de vous lancer sur quelque chose c'est un petit peu pareil que par rapport aux médias. Moi, j'aime pas être devant la caméra. J'aime bien être derrière. Pour les magazines, c'est la même chose. J'aime bien être la personne qui récupère les infos, qui les met en place, qui les transfère au graphiste. Pour les médias, c'est la même chose. Quand il faut faire une scène de figuration et qu'il manque quelqu'un sur le tournage, de temps en temps, je m'y colle. Mais je le fais pas par plaisir, je le fais parce qu'il faut le faire. Moi, je préfère être derrière la caméra et regarder comment se passe le tournage, si tout va bien, s'il n'y a pas d'anachronisme. Je suis plutôt quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Moi, je suis pas spécialement. C'est pas que je suis pas à l'aise, mais c'est pas mon truc. Oui, je préfère être derrière à vérifier que tout se passe bien. Alors, vous évoquiez le côté vivant. Enfin, on le voit déjà à travers vous. Vous êtes particulièrement vivant en tant que personnage, mais donc vous disiez c'est important, par exemple dans le magazine, qui est le côté historique, mais la photo, comme quoi, voilà, ça se pratique. Qu'est-ce qui fait que ça a pour vous tellement d'importance que ce soit de l'histoire vivante? Qu'est-ce que vous voulez transmettre par ça? Tout simplement parce que moi je me mets à la place du public. D'ailleurs j'ai été spectateur pendant très longtemps. Pour moi, un musée, quelle que soit la collection qu'il présente, si c'est une collection entre guillemets immobile, elle est intéressante, mais ça s'arrête là. Alors qu'un musée où on a non seulement cette collection, mais on a à côté soit un film muséographique, soit encore mieux des démonstrations où on va voir comment, par exemple, cette céramique avait été réalisée. Je vous dis, soit dans un film, soit par de temps en temps des démonstrations en live, quoi, d'un artisan qui vient reproduire. Mais pour moi, il n'y a pas photo. Et je pense que la plupart des gens dans le public, qu'ils soient adultes ou enfants, c'est la même chose. Ouvrir un livre, c'est un petit peu la différence qu'il y a entre un livre et un documentaire historique. C'est-à-dire un livre où on va avoir des dessins, c'est bien, c'est intéressant, on apprend des choses. Mais si vous voyez le même livre avec des photos, ou encore mieux, un très bon documentaire historique, où on va entendre le texte qui va nous être lu, ou alors encore mieux, qui va nous être joué par des acteurs,
Et ben, pour moi, je pense que les gens retiennent beaucoup plus et sont beaucoup plus captés par ce genre de choses que par un livre uniquement avec des écrits et des dessins. Mhm. Est-ce que est-ce que vous auriez aimé apprendre l'histoire de cette façon, peut-être à l'école? Est-ce qu'il y a une démarche justement au niveau des écoles aussi? C'est sûr que moi j'aurais franchement préféré. Moi j'ai toujours adoré l'histoire, mais je peux comprendre que des fois ça soit rébarbatif. Et encore, là, je me rends compte que l'histoire maintenant telle qu'elle est enseignée, alors je sais pas si c'est vrai dans toutes les écoles, mais je regarde les livres que mon fils actuellement, qui est en 6e, enfin il vient de rentrer en 5e, je regarde ces livres, et ces livres sont déjà beaucoup plus vivants qu'ils n'étaient à mon époque. Parce que justement, il y a beaucoup d'études de photographie de sources, il y a beaucoup de... C'est pas uniquement du cours à apprendre par cœur, il y a beaucoup comment dire, de recherches à faire. On vous présente des photos de sources archéologiques, des photos de documents, et puis vous devez chercher par vous-même, soit sur internet, soit en posant des questions, à quoi correspond ce document. Donc c'est beaucoup plus vivant de toute façon, même si c'est pas encore de l'apprentissage par du documentaire projeté en live dans les classes. Mais pour moi, il y a déjà une évolution par rapport à ce qui se faisait à mon époque. Est-ce que vous pensez que par ce biais-là, la transmission se fait de façon beaucoup plus facile ou intéressante? Forcément, parce que c'est plus ludique. C'est beaucoup plus ludique. Si vous voyez effectivement quelqu'un en train de vous expliquer la manière de combattre des soldats romains, quelqu'un en costume, en tenue, je peux vous garantir que la quasi-majorité des enfants vont bien plus retenir ce qu'ils ont vu que ce qu'ils vont avoir lu dans un livre. Encore plus si justement on a un côté initiation, c'est-à-dire nous ce qu'on essaye de mettre en place depuis quelques années sur toutes nos manifestations, c'est d'avoir non seulement un côté démonstration pédagogique, mais aussi d'avoir un côté initiation. Un calligraphe, c'est bien, il va écrire, mais on va demander aussi au public, et en particulier au jeune public, de venir écrire. Un frappeur de monnaie, il va prendre des gens, il va leur faire frapper une monnaie. Maintenant, il y a de plus en plus de forgerons dans les fêtes médiévales qui prennent les enfants, ou même les adultes, et qui leur font forger. Donc non seulement là, on a une démonstration grandeur nature, mais là, on prend carrément les outils, la méthode de travail, et puis on se rend compte de ce que ça donne. Et je peux vous garantir que les enfants, et même les adultes, ils se rappellent bien plus de choses qui leur ont été transmises par ce biais-là, que de choses qu'ils ont lues dans un livre classique, quoi. Et est-ce que, je ne veux pas rentrer dans votre vie privée, mais est-ce que vous avez réussi à transmettre votre passion à vos enfants? Est-ce qu'ils sont concernés par... Alors, ma femme, pas vraiment. Ma femme, pas vraiment. Parce que c'est pas vraiment... L'histoire, c'est pas vraiment son truc. Elle me supporte déjà, c'est bien. Parce que c'est vrai que je suis, comme je le disais tout à l'heure, j'ai tendance un petit peu à déborder au niveau de mes horaires. Donc ça, elle me soutient, elle me supporte. Elle nous aide dans l'association, pas forcément sur le côté historique, mais sur un certain nombre de choses. Et par contre, mes enfants, surtout mon fils, effectivement, ils adorent venir. Mon fils est un peu plus grand, donc je commence à l'emmener avec moi sur des manifestations. Et effectivement, il aime bien ça. Ils aiment bien ça. Les deux plus grands, en tout cas la petite, elle est un peu trop petite. Mais les deux plus grands, ils aiment bien quand je les amène et ils aiment bien assister à des manifestations historiques. C'est-à-dire qu'ils vont se costumer ou ils vont s'intéresser à quelque chose de précisément? Non. Ma fille, le dernier cadeau que je lui ai fait en allant visiter un château médiéval, c'est de lui acheter une robe médiévale parce qu'elle en avait vraiment envie. Et puis mon fils, au fur et à mesure, à chaque fois qu'il vient à un de mes marchés, il s'achète, il me fait lui acheter un certain nombre de choses pour compléter son costume. Donc voilà, oui, on voit que ça leur plaît, et puis je vais le lâcher, je vais l'emmener avec moi à Food Histoire, je sais que je vais le lâcher pendant un jour ou deux, et je sais que je ne vais pas le revoir du matin jusqu'au soir, parce qu'il va aller voir toutes les animations qui sont proposées, surtout qu'en plus, comme il y va depuis quelques temps, il y a des gens qu'il connaît déjà, donc dans les artisans, dans les exposants, et donc il va discuter avec eux, alors qu'il a que 11 ans, il commence à faire déjà un petit peu partie du milieu. Alors pas autant qu'un certain nombre d'enfants. C'est vrai qu'il y a des enfants d'exposants, où eux sont dans le milieu toutes les semaines, etc. Alors ils sont imbibés, mais mon fils, il aime bien ce milieu-là. Voilà. Et vous, est-ce que ça vous arrive de vous costumer aussi Très rarement. Ouais. Alors, quand je faisais de la reconstitution historique, j'étais costumé, pas tous les week-ends, mais presque. Depuis que je suis dans l'association, quasiment plus.
pour plusieurs raisons. C'est parce que, effectivement, maintenant, je préfère être, comme je le disais tout à l'heure, de l'autre côté de la barrière et plutôt dans le côté organisation, mise en place. Et que quand on fait de l'organisation, de la mise en place, on n'a pas besoin d'être en costume. Au contraire, à la limite, le costume est plus gênant qu'autre chose. Il y a plusieurs raisons à ça. Quand je fais Food Histoire, il faut absolument que j'ai un gilet organisation pour que les gens puissent me voir de loin en cas de besoin. Une autre raison, si vous avez un souci électrique, allez farfouiller dans une armoire électrique cachée derrière un stand si vous êtes en costume médiéval. Ou alors allez emmener à l'hôpital en urgence quelqu'un qui s'est blessé si vous êtes en costume médiéval. C'est pas pratique du tout. C'est pas pratique du tout. Donc à partir du moment où on travaille de l'autre côté de la barrière, c'est vrai que le costume... Alors des fois je suis en costume, mais c'est rare. Par exemple, toutes les tavernes médiévales que je fais à Crèvecoeur, en Auge, à côté de Rouen, en août, là je suis en costume. Parce que je tiens le bar d'une taverne médiévale, donc tout le monde est en costume, toute la décoration est médiévale, donc là je suis en costume. Donc, mais c'est très rare. Quand vous dites je fais des tavernes médiévales, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait une journée reconstruite? Alors Crèvecoeur, c'est pas une journée, c'est 10 jours. 10 jours. Donc pendant 10 jours, on a la reconstitution de la vie d'une seigneurie au XVe siècle, donc avec un scénario qui se déroule. Et nous, on y tient une taverne. Donc on tient une taverne médiévale, donc ça veut dire que tous les midis, on sert des plats médiévaux. Et sur les 8 jours, pendant 2 fois, on fait un banquet où il y a à chaque fois 140-150 personnes qui viennent donc banquet avec des animations, 5 services, comme un banquet médiéval. Donc là, vous êtes entre guillemets acteur costumé. Enfin, vous êtes. Voilà, je suis non seulement organisateur, mais là en plus je suis acteur, donc du coup je suis costumé. Voilà. Et qu'est-ce qui vous fait basculer dans le côté justement aussi acteur costumé? Qu'est-ce qui vous dit j'aime pas être de ce côté-là? Qu'est-ce qui fait que là? C'est pas que je n'aime pas, c'est que je me sens mieux maintenant de l'autre côté de la barrière. Donc, il faut le faire, je le fais, mais j'en tire moins de satisfaction que sur le côté organisation, mise en place. Et puis voilà, donc je renie pas du tout ce que j'ai fait avant, c'est juste que je suis passé à autre chose. Et que ce que je fais maintenant me convient tout à fait, quoi. Et si vous deviez, je sais pas, passer à autre chose avant, donc vous étiez dans ce côté-là, maintenant le côté organisation, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose... Voilà, dans le milieu, je vois pas bien ce qu'il peut y avoir d'autre. Qu'est-ce qui pourrait vous motiver je suis toujours très motivé, hein. Donc ça, j'ai pas, là ça fait... ça va faire 10 ans que je travaille pour l'association, j'ai pas perdu un iota de motivation, quoi. Parce que j'ai pas l'impression de travailler, justement. C'est le grand bonheur de vivre de sa passion, et de travailler dans sa passion, c'est qu'on n'a pas l'impression de travailler. Donc moi je me lève pas le matin en me disant encore une journée de travail, ou j'ai pas l'impression de travailler. Donc je suis toujours aussi motivé qu'il y a 10 ans, donc j'ai pas besoin d'une autre source de motivation. Et dans le milieu, qu'est-ce que je pourrais vraiment faire d'autre qui m'intéresserait? Je vois pas bien. Je vois pas bien. Pour l'instant, je suis très bien où je suis, ça me convient tout à fait. Si, j'aimerais bien réussir à encore plus développer l'association. Là, actuellement, on est 2 salariés. Si je pouvais justement arriver à faire vivre plus de monde de sa passion, en les embauchant à l'association, ça me ferait plaisir. Mais c'est plus pour les autres, c'est pas tellement pour moi, quoi. Mais ça serait une sorte de... arriver à faire un petit peu partager justement la chance que j'ai à d'autres, quoi. Et quelle est vous avez une période, vous préférez en particulier Moi, quand je faisais... Enfin, oui, c'est la période que je reconstituais quand je faisais de la reconstitution. C'est plutôt le Moyen-Âge et plutôt le 15e siècle, avec une petite entorse au 11e siècle, puisque j'ai participé assez souvent à la bataille d'Hastings. Donc là, j'ai pris des bonnes décharges d'adrénaline sur le champ de bataille. Je suis pas vraiment un combattant. Quand j'étais reconstituteur, j'étais plutôt un constituteur civil. J'étais pas tellement militaire. Sauf pour le 11e siècle, où là, j'ai fait plusieurs fois Hastings sur le champ de bataille. Et c'est vrai que ça me rappelle de bonnes doses d'adrénaline, quoi. Et qu'est-ce que c'est l'autre morceau que vous avez reconstitué? C'était quoi précisément? Au XVe siècle, le XVe siècle, c'était la vie quotidienne d'un campement sur un campement du XVe siècle. Donc c'était pas tout jeune, hein, c'était il y a une quinzaine d'années. Ouais. Donc et on était un petit peu dans les débuts de la reconstitution historique en France. Donc on reconstituait un campement militaire du XVe siècle, donc avec les tentes, les costumes, les activités militaires, mais aussi les activités civiles, la cuisine.
ce genre de choses. Et vous avez fait des recherches précises pour faire ces reconstitutions? Est-ce que vous le faites? Parce qu'il Ouais, bien moins que ce qui se fait maintenant. Oui. À l'époque, effectivement, on lisait 2-3 livres, on regardait 2-3 articles sur Internet, et l'Internet n'était pas autant développé que maintenant. Et puis, du coup, on se faisait un costume, ou on se le commandait chez un artisan. Maintenant, la plupart des compagnies, en particulier les compagnies de qualité, elles font des recherches très pointues que nous, et moi-même en particulier, ne faisions pas à l'époque. Les recherches sont bien plus pointues maintenant qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Et est-ce que c'est très important pour vous ce côté reconstitution fidèle, ou est-ce que c'est il y a une sorte de débat entre les puristes, voilà, où il ne faut pas déborder, non, et puis il n'y a, a pas de débat à avoir. Moi j'ai toujours dit, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gens qui vont préciser faire de l'animation historique, où le but principal est effectivement de faire découvrir aux gens une animation historique. Et donc pour qui l'animation et le spectacle est plus important que le côté historique. Et il y a d'autres personnes où là au contraire c'est la reconstitution historique pure, on ne peut pas faire du 100%, mais le plus proche possible de la réalité. Mais il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas d'antinomie. Chaque acteur fait ce qu'il a envie de faire, à partir du moment où il est honnête. C'est-à-dire quelqu'un qui effectivement ne fait aucune recherche et puis dit qu'il fait de la reconstitution historique, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Et puis à l'inverse, au niveau des spectateurs, je pense qu'un spectateur, maintenant, arrive à faire la différence entre une animation historique et une reconstitution historique. Il sait très bien que quand il voit des échassiers fantastiques dans la rue, il sait très bien que c'est pas de la reconstitution historique. À l'inverse, quand il va aller voir un campement ou un artisan en train de travailler, il va bien se rendre compte effectivement si l'artisan est vraiment a vraiment un costume d'époque, des méthodes d'époque, ou s'il fait juste une petite présentation de forge pas vraiment historique. Ça, je pense que les spectateurs sont de plus en plus connaisseurs à ce niveau-là. Nous, sur les manifestations qu'on organise, la plupart du temps, parce qu'il y a des exceptions, mais la plupart du temps, on fait intervenir à la fois des animateurs et des gens du spectacle et des reconstituteurs. Parce que pour nous, les deux sont importants. Les reconstituteurs pour le côté vraiment pédagogique, visuel, historique, et puis les gens du spectacle et de l'animation pour le côté justement ludique, spectaculaire, visuel. Mais les deux, il y a beaucoup de gens qui les opposent. Moi je les oppose pas du tout, au contraire, ils se complètent. C'est comme il y a beaucoup de gens qui opposent les associatifs et les professionnels dans le milieu historique. Pour moi, il n'y a pas de débat à avoir. Encore une fois, à partir du moment où les gens sont honnêtes et sont dans la légalité, c'est-à-dire que si on est en association et que de manière illégale on file de l'argent à des pseudo-bénévoles, non, je suis contre. Mais par contre, il y a des associations qui sont très bien. Nous-mêmes, on est en association. Alors, on est une association particulière puisqu'on a des salariés. Par contre, effectivement, on a une association, mais on est quand même assujetti à la TVA, assujetti aux impôts, pour ne pas faire concurrence à d'autres professionnels de l'organisation. Ce qui nous paraît logique. Mais sur une même manifestation, on peut très bien trouver des associatifs purs, des campements de reconstitution par exemple, qui vont faire des choses de très bonne qualité, et des professionnels qui vont faire du combat, du spectacle, éventuellement de la reconstitution, parce qu'il y en a, et les deux se marient très bien. Nous, justement, c'est là que nous on intervient, en tant qu'organisateur, c'est là qu'on intervient en disant, ben voilà, sur tel lieu, sur telle thématique, ça serait bien de faire intervenir tel professionnel, telle association, à tel endroit, sur tel lieu, etc. Donc encore une fois, il n'y a pas d'opposition à mettre entre les associatifs et les professionnels, tout comme il n'y a pas à en mettre entre les animateurs et les reconstituteurs. Ils peuvent tous travailler ensemble, et au contraire, c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à avoir des manifestations de la meilleure qualité possible. Et vous avez quelle proportion à peu près de professionnels ou associatifs? C'est équilibré? Alors ça dépend vraiment des manifestations. Oui. Ça dépend vraiment des manifestations. Si on prend une manifestation très orientée spectacle, on va avoir beaucoup de professionnels. Si on prend une manifestation type campement de reconstitution, ben là on va avoir au contraire quasiment que des amateurs. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, ça dépend vraiment des manifestations. De la thématique, du lieu, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, vous avez une vocation de rassembleur. Ben c'est un petit peu pour ça qu'on a créé l'association. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas voulu faire une fédération, parce que
Fédération, ça veut dire mettre des règles, nous on n'est pas là pour mettre des règles, on est là pour faire connaître et pour rassembler, c'est-à-dire vous faites partie du monde de l'histoire vivante, et ben nous vous proposons de vous mettre en relation avec des médias, des organisateurs de manifestations, des artisans sur nos marchés, le public sur nos manifestations, donc on est là juste pour mettre les gens en contact, effectivement, et pour faire connaître l'histoire vivante, c'est vraiment le but. Donc maintenant, on vous retrouve au Salon de l'Histoire de Pontoise, c'est les prochains endroits où on va vous retrouver. C'est ça. Et où est-ce qu'on peut également trouver des informations sur vous, vos revues, enfin tout un ensemble, vous avez un site, j'imagine. Alors le site principal, puisqu'on a 4 sites internet, donc heureusement qu'on a quelqu'un qui les gère, le site principal c'est histoirevivante.org, donc au singulier tout attaché, histoirevivante.org. Et puis à partir de là, on peut être redirigé sur nos 3 autres sites. Donc on a un site qui est un site de vente de produits historiques en ligne, un site qui est dédié à nos marchés, où on a la liste de tous les exposants et en particulier de ceux qui seront présents à Food Histoire en novembre. Et puis un site dédié au festival, à Food Histoire, avec la liste des exposants qui seront présents à Food Histoire. Voilà, mais tous ces sites sont accessibles à partir de histoirevivante.org. Très bien. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cet entretien très riche et particulièrement vivant, puisque vous attachez à maintenir l'histoire vivante. Et on se retrouvera certainement au Salon de l'Histoire de Pontoise avec grand plaisir. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Dargère. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.